déjà, merci aux sponsors, parce que c'est grâce à eux qu'on peut être là aujourd'hui et qu'on peut partager toutes ces belles expériences. Je vous emmène en 1944. Pardon ? Pendant la Seconde Guerre mondiale. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, les Alliés préparent l'offensive pour libérer les territoires occupés par les puissances de l'Axe. Et à cette période, les résistants, en fait, réalisent des actions de sabotage pour désorganiser l'ennemi. Des actions de sabotage comme par exemple faire sauter des voies de chemin de fer. Alors, des sabotages de haut niveau comme celui-là demandent énormément de préparation. Il faut trouver des personnes qui sont suffisamment motivées pour prendre des risques énormes. Il faut les former pendant des mois. Il faut ensuite que ces résistants puissent s'organiser sans qu'aucune information ne filtre vers l'ennemi. Et s'ils sont pris, c'est la torture et puis la mort. C'est à peu près à cette époque-là qu'est créée l'OSS. C'est une agence américaine qui deviendra plus tard la CIA. L'OSS comprend à ce moment-là que la multiplication d'actes de sabotage simples peut avoir un effet considérable. Et les Alliés, en fait, ont de nombreux partisans, sympathisants dans les territoires occupés. Du coup, l'OSS réfléchit à des actions de sabotage qui ont un effet limité, mais qui pourront être réalisées par un grand nombre de personnes, un grand nombre de fois. L'objectif de ces actions de sabotage, ce sera de gaspiller le temps, le matériel et la main-d'œuvre de l'ennemi. Du coup, l'OSS écrit un manuel de sabotage simple, à destination des agents américains qui sont infiltrés sur les territoires occupés, principalement la France et la Norvège, ou la Suède, je ne sais plus. L'objectif de ce manuel, c'est d'aider ces agents américains en fait, à former les sympathisants des Alliés aux pratiques de sabotage. La CIA a déclassifié ce document en 2012. Je vous ai mis les liens en annexe et je partagerai les slides après la conférence. Dans ce manuel de sabotage simple, on trouve un premier type de technique de sabotage. Il s'agit de techniques de destruction, en fait. En gros, le manuel explique comment endommager des matériels, des outils, des machines qui vont servir à la production, au transport et à la communication. Le tout avec des objets du quotidien et de très faibles chances de se faire prendre ou d'être puni. Il y a un deuxième type de technique de sabotage dans ce manuel qui, lui, ne nécessite pas en fait, de contrevenir à des règlements. En fait, c'est un peu un sabotage d'obstruction. Et je me rends compte que j'ai oublié de sortir mes fiches. Je vais vous lire un passage du manuel. Hop. Il s'agit en fait de la stupidité volontaire. Un second type de sabotage simple ne requiert aucun outil de destruction. Et s'il produit des dommages physiques, ce n'est que par des moyens hautement indirects. Ce type de sabotage est basé sur les opportunités universelles de prendre de mauvaises décisions, d'adopter des attitudes non coopératives et d'inciter les autres à faire de même. Prendre une mauvaise décision peut consister simplement à placer un outil à un endroit plutôt qu'un autre. Adopter une attitude non coopérative peut n'impliquer rien de plus que de créer une situation déplaisante parmi ses collègues, de se chamoyer, de se montrer maussade ou stupide. En gros, les apprentis saboteurs sont invités à étudier les erreurs et les mauvaises décisions habituelles à leur métier et à leur secteur et à les pousser un peu plus loin pour élargir la marge d'erreur. Concernant les attitudes non coopératives, le manuel décrit de nombreuses pratiques de harcèlement et de démoralisation. Et j'aime particulièrement l'exemple des voyages en train. Les agents de la SNCF étaient invités à faire des erreurs dans les billets, à éditer 2 fois le même billet pour la même place, à prendre tout leur temps pour produire les billets juste avant les départs des trains, à donner des informations trompeuses ou erronées pour les trains qui partaient vers l'ennemi. Par exemple, les mauvais horaires de départ ou le mauvais quai de départ.
Alors j'en vois certains d'entre vous sourire, on pourrait se demander à la lumière de cet exemple s'il n'y a pas encore quelques saboteurs à la SNCF. Alors vous allez voir que ça ne concerne pas que la SNCF, loin de là. En fait, je vous conseille vraiment de lire ce manuel de sabotage simple. C'est une mine d'or. Moi, personnellement, j'ai dévoré la 30aine de pages. J'ai eu plein d'épiphanies dedans. J'ai ri beaucoup. J'ai ri jaune, mais j'ai ri. Je vous ai mis là ma sélection de sabotage d'obstruction préférée. Alors, voilà comment l'OSS recommandait de nuire à la production, à la performance et au moral de l'ennemi pendant la guerre. En réunion, faire des monologues. Parler aussi souvent que possible et pendant longtemps. Soulever des problèmes hors sujet aussi souvent que possible. Revenir sur des sujets décidés lors de la réunion précédente et essayer de rediscuter la pertinence de cette décision. Soumettre tout problème à des comités. Jamais moins de 5 personnes dans ces comités. Faire en sorte que plusieurs réunions soient nécessaires. Faire des réunions quand il y a du travail critique à effectuer. Ne jamais passer ses compétences et son expérience à un nouvel embauché ou un travailleur moins expérimenté. Demander des ordres écrits. Comprendre les ordres de travers. Poser sans fin des questions ou engager de longues correspondances à propos de ces ordres. Ergoter sur ces ordres quand c'est possible. Travailler lentement. Vérifier tout 2 fois. Toujours commencer par les travaux les moins importants. Faire en sorte que les travaux importants soient confiés aux travailleurs inefficaces ou travaillant sur des machines médiocres. Être agréable avec ces travailleurs inefficaces. Leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas. Discriminer les travailleurs efficaces. Se plaindre injustement de leur travail. Et mon préféré, appliquer tous les règlements à la lettre. Alors, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? On va faire un petit test. Je voudrais que ceux d'entre vous qui avaient déjà observé un de ces comportements de sabotage dans votre cadre professionnel se lèvent, s'il vous plaît. Ok. Donc on voit que c'est bien encore d'actualité. Attendez, ne vous rasseyez pas trop vite. Est-ce que ceux qui ont été victimes de ce type de comportement, restez debout, les autres, vous pouvez vous asseoir. D'accord, donc c'est un problème qu'on partage vraiment tous. Ok. J'aimerais que ceux d'entre vous qui ont déjà commis un de ces types de sabotage restent debout, les autres s'assoient. Ok, je vous remercie pour votre lucidité et votre courage. Vous pouvez vous asseoir. Je ne peux pas croire que vous sabotiez volontairement votre entreprise. Sinon, vous ne seriez pas ici en train d'essayer de vous améliorer. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de saboteur. Il y a seulement des comportements de sabotage, des comportements involontaires de sabotage. D'ailleurs, la plupart des comportements que j'ai cités, c'est à la base des comportements qui sont encouragés dans les entreprises, mais qui ont été soit poussés à l'extrême, soit systématisés. Par exemple, c'est bien, c'est encouragé de participer en réunion, mais quand on le fait trop et que ça devient des monologues, c'est là que ça devient du sabotage. C'est bien de recourir à l'intelligence collective pour résoudre des problèmes complexes, mais créer des comités dès qu'il y a un problème qui se présente, ça devient du sabotage. Donc c'est pour ça qu'il est plus pertinent de parler de comportement involontaire de sabotage. Un comportement, c'est la rencontre entre un individu et un environnement. Alors dans les comportements de sabotage, il y a bien sûr une part qui est liée à l'individu. Souvent, c'est un manque de compétences, soit de savoir-être ou de savoir-faire. Dans une entreprise qui ne pratique pas le feedback régulier et bienveillant, ce collaborateur n'a aucune opportunité d'identifier son propre comportement de sabotage, et encore moins d'identifier quelles compétences il a besoin de développer pour neutraliser ce comportement de sabotage. Du coup, même si c'est lui qui est à l'origine du comportement de sabotage, c'est son environnement, c'est-à-dire l'entreprise, qui laisse le comportement de sabotage s'installer. Mais parfois, c'est l'entreprise qui est directement responsable des comportements de sabotage de ses collaborateurs. Rappelez-vous cette super pratique de sabotage, respecter tous les règlements à la lettre. En fait,
La culture de l'entreprise est responsable d'une grande partie des comportements de sabotage de ses collaborateurs, soit en les suscitant, soit en les laissant s'installer. La culture de l'entreprise, c'est l'ensemble des règles implicites et explicites qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. En gros, c'est comme ça qu'on fait les choses chez nous. Et la culture de l'entreprise et de ses dirigeants, les comportements de sabotage dans une entreprise, c'est le reflet de la culture de l'entreprise et de ses dirigeants. Je vais vous donner des exemples. Dans une entreprise où il est important de briller en réunion pour être promu, vous allez avoir beaucoup de sabotage par monologue. Dans une entreprise où on cherche des coupables plutôt que des solutions, vous allez avoir beaucoup de temps passé à vérifier son travail avant de le livrer, beaucoup de demandes d'ordres écrits. Dans une entreprise où on ne fait pas confiance aux collaborateurs, vous allez avoir beaucoup de règlements contraignants. Et ça, on a vu que c'était des nids à sabotage. En plus de nuire à la performance de l'entreprise, le sabotage, ça nuit à la motivation des collaborateurs et à leur épanouissement. Les collaborateurs qui sont victimes de sabotage se découragent en fait. Et au bout d'un moment, il ne leur reste que deux possibilités. Soit, attendez, j'ai manqué un truc, je me disais bien. Désolée. Donc, ça nuit à la motivation. Comme l'avait prévu l'OSS en fait en 1944. Quand on se penche sur les études sur la démotivation des collaborateurs, les 4 facteurs qui reviennent le plus souvent, c'est le manque de reconnaissance, le management et les relations sociales, la charge de travail et l'intérêt du travail. Alors, sur la partie manque de reconnaissance, rappelez-vous la pratique de sabotage qui consistait à être agréable avec les travailleurs inefficaces et leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas, et être désagréable, à discriminer les travailleurs efficaces et se plaindre de leur travail. Là, on est dans le summum du manque de reconnaissance. Concernant la charge de travail et l'intérêt du travail, ce sont deux phénomènes qui sont grandement aggravés par le sabotage d'entreprise. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu un collaborateur soupirer et se plaindre en disant « je passe ma vie en réunion ». Et quand je ne suis pas en réunion, je réponds aux mails ou je réponds aux questions sur Slack. J'ai à peine le temps de travailler. Alors, qu'est-ce que tu veux que je m'intéresse à l'amélioration continue ou à la veille technologique? Voilà. Et donc, du coup, le sabotage d'entreprise, ça démoralise, ça démotive les collaborateurs. Et ça agit comme une spirale négative. Un collaborateur qui est démotivé, au bout d'un moment, il choisit une de ces deux options. Soit il quitte l'entreprise, soit il va jouer le jeu. Il va céder au « à quoi bon ». Il va faire comme les autres, en fait, pour pouvoir survivre dans l'entreprise. Pour pouvoir survivre dans l'entreprise, il va lui aussi demander des ordres écrits. Il va vérifier son travail 2 fois avant de le livrer, etc., etc. Et il va adopter lui-même des comportements de sabotage. Et il va renforcer ainsi la spirale négative. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de lutter contre le sabotage d'entreprise. Bon. Et du coup, comme ça, on peut faire d'une pierre deux coups. On lutte, on améliore la performance et l'épanouissement des collaborateurs. Alors, comment on fait concrètement? Comment on lutte contre le sabotage d'entreprise? La première fois que j'ai lu le manuel de sabotage, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux éléments qui étaient l'exact négatif, on va dire, d'éléments du manifeste agile, ou presque. Je vous ai mis là les meilleurs exemples. Donc, vous allez voir, la partie manuel de sabotage, c'est à gauche, et la partie manifeste agile, c'est à droite. Enfin, normalement, vous devriez reconnaître lequel est lequel. Alors, concernant les processus, côté sabotage, insister pour tout faire selon les chaînes de décision. Appliquer les règlements à la lettre. Côté manifeste agile, les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Sur le découpage du travail, même si les parties d'une commande peuvent être prêtes avant, ne les livrer que lorsque la commande est entièrement prête. Un bon gros cycle en V, quoi. Côté manifeste agile, livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Sur la motivation des collaborateurs, bon, celle-ci, je vous l'ai déjà répétée plusieurs fois, elle m'a vraiment beaucoup marquée.
Côté manifeste agile, on trouve réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Et enfin, sur l'efficacité. Côté sabotage, réfléchir à des moyens d'augmenter le nombre de mouvements nécessaires pour effectuer votre travail. Côté manifeste agile, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Alors du coup, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'agilité ne suffit pas à lutter contre le sabotage d'entreprise? On a vu avec notre test tout à l'heure que le sabotage est encore très présent en entreprise, y compris des entreprises agiles, puisque a priori, si vous êtes là, c'est que vos entreprises sont un minimum agiles. Comment expliquer que l'agilité ne suffise pas à neutraliser les comportements de sabotage? Alors, en fait, pour adopter un état d'esprit d'anti-sabotage, ben c'est bien ça, il faut changer d'état d'esprit. Et ça, c'est pas facile, changer d'état d'esprit. Ça veut dire qu'il faut aller à l'encontre de tous ces réflexes naturels, changer ses habitudes en allant à l'encontre de ces réflexes naturels. Et l'OSS a eu le même problème, en fait. Comme ils le disent dans le manuel de sabotage, la stupidité volontaire n'est pas dans la nature humaine. Donc du coup, ils ont dû réfléchir à comment faire pour instiller l'état d'esprit de sabotage. Mais c'est le même problème, que ce soit instiller un état d'esprit de sabotage ou d'anti-sabotage, les mécanismes sont les mêmes. Donc ils ont réfléchi à ce problème, c'était crucial pour eux. Ils ont trouvé 2 réponses qu'ils utilisent dans le manuel de sabotage. La première, c'est de donner des exemples très détaillés, pas à pas, qui rendent facile le fait de passer le premier pas, de sauter le premier pas en fait. Je vais vous donner un exemple de ça. Saturer une éponge avec une solution épaisse d'amidon ou de sucre. La presser fortement en forme de balle, l'envelopper de ficelle et la faire sécher. Quand l'éponge est complètement sèche, retirez la ficelle. L'éponge aura la forme d'une petite balle dure. La jeter dans les WC et tirer la chasse d'eau ou l'introduire autrement dans une canalisation d'égout. L'éponge va graduellement gonfler jusqu'à retrouver sa taille normale et boucher le système d'égout. C'est sûr qu'avec des instructions aussi détaillées que celle-ci, n'importe qui peut mettre son entreprise dans l'embarras. Donc, on a vu en fait que donner des exemples détaillés pas à pas, ça facilite le changement d'état d'esprit, parce que ça facilite le premier pas. Un autre principe qu'utilise l'OSS dans son manuel, c'est de décliner le même type de sabotage dans plusieurs exemples, dans plusieurs domaines en fait. Par exemple, ils expliquent comment utiliser la poussière, les déchets, en les mettant à des endroits où ils ne devraient pas être pour, par exemple, créer des courts-circuits, endommager des machines, diminuer la qualité d'une route qui est en construction, etc., etc. En fait, l'OSS avait compris que les agents instructeurs ne peuvent pas connaître tous les détails et toutes les spécificités des métiers et des organisations des potentiels saboteurs. C'est seulement le saboteur lui-même qui est capable d'identifier quels sont les sabotages les plus pertinents qu'il peut faire. Et en lui montrant beaucoup d'exemples du même type de sabotage, l'agent instructeur lui apprend à réfléchir à comment adapter un type de sabotage à son propre contexte. Donc, pour faciliter le changement d'un état d'esprit, il faut donner des exemples détaillés et les décliner dans plusieurs cas d'application. Alors, revenons au manifeste agile. Le manifeste agile, il manipule des concepts très généraux, mais il reste très vague sur l'implémentation. En fait, il n'y a même pas de conseil d'implémentation. C'est pour ça qu'il y a plein de méthodes agiles. Chaque méthode agile, c'est une interprétation et une implémentation du manifeste. Mais du coup, comme c'est très vague, ça ne suffit pas à instaurer un nouvel état d'esprit. Et donc, ça ne suffit pas notamment à lutter contre le sabotage d'entreprise. Pour lutter contre le sabotage d'entreprise, ce qu'il faut, c'est un manuel d'anti-sabotage. Un manuel avec des exemples précis, détaillés, pas à pas, qui rendent facile, qui font que n'importe qui peut devenir un anti-saboteur. C'est des modes opératoires qui sont déclinables dans plusieurs domaines pour que chacun puisse se les approprier. Du coup, moi, je me suis inspirée du manuel de sabotage pour écrire un manuel d'anti-sabotage
qui répondent à ces critères-là. Pour construire les pratiques d'anti-sabotage, j'ai pioché dans mon expérience professionnelle, mais aussi dans l'agilité, dans le lean, dans la communication non violente et pas mal d'autres choses. Alors, il est en cours d'écriture, hein, le manuel. Je le partagerai au fur et à mesure que je l'écris sur les réseaux sociaux et sur mon site. Et aujourd'hui, je vais vous en livrer quelques éléments en avant-première. Donc, j'ai construit le manuel d'anti-sabotage autour de 5 grands thèmes. La formation, l'organisation, la production, le feedback et la communication. Et aujourd'hui, je vais vous détailler un exemple particulier dans le domaine de la communication. Je vais vous parler d'une technologie qui n'existait pas encore au temps de l'OSS. Mais si ça avait été le cas, je suis sûre qu'elle aurait figuré en bonne place dans le manuel de sabotage. Parce que je crois que c'est une douleur universelle. Il s'agit du mail. Alors, le mail, c'est un outil. C'est ni bon ni mauvais en soi. C'est la façon dont on l'utilise qui fait que ça devient un outil puissant pour le sabotage. Je voudrais que vous preniez un instant pour réfléchir à combien de temps vous passez par jour à lire vos mails. Et pour y répondre. Repensez à la dernière fois que vous êtes rentré de congé et quand vous avez vu le nombre là, qui est à côté de votre boîte de réception. Vous avez ressenti quoi? Okay, je crois qu'on est bien dans le sabotage là, à ce niveau-là. Alors, je vais vous parler de quelques comportements de sabotage concernant le mail et de techniques simples que vous pouvez activer dès aujourd'hui pour les neutraliser. Le premier type de sabotage concernant le mail dont je voudrais vous parler, c'est la précaution excessive. Alors en France, on est connu pour notre savoir-vivre, notre galanterie, etc. Mais du coup, on a tendance à être poli, très poli, surtout quand on écrit des mails vers des clients ou des supérieurs hiérarchiques. On fait des phrases alambiquées, des formules de politesse. C'est très long à lire, du coup, ça alourdit énormément. Mais c'est aussi très long à écrire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'écris un mail comme ça, je passe énormément de temps à réfléchir à la façon d'entrer en matière de façon chaleureuse, pour pas que ma demande arrive trop comme un cheveu sur la soupe. Ensuite, je réfléchis à chaque formulation pour m'assurer que je vais vexer personne, que ça ne peut pas être mal interprété, que ça ne soit pas pris comme un jugement. Et enfin, je réfléchis à la façon de parler à la fin pour essayer d'avoir une action de l'autre côté. Ça me prend énormément de temps et d'énergie. Alors, comment on fait pour lutter contre la précaution excessive dans les mails? Faire des phrases courtes. Enlever tous les bouts de phrases qui n'apportent pas de sens. Quand vous commencez à faire une explication longue et un peu nébuleuse, arrêtez-vous, faites un schéma, mettez-le en pièce jointe. Je vais vous donner une astuce. Si c'est chiant à écrire, ce sera chiant à lire. Quand vous recevez un mail avec des explications longues et nébuleuses, justement, allez voir la personne qui vous l'a envoyé. Faites-lui un feedback et proposez-lui de réécrire ça ensemble. Vous faites d'une pierre deux coups en faisant ça. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire et lui s'améliore sur sa concision. Vous pouvez pousser le truc encore un peu plus loin en ajoutant ce genre de phrase dans votre signature. Je vous laisse lire. VSRE, c'est Very Short Reply Expected. Le lien pointe vers une page vsre.info, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, qui explique ce que c'est une VSRE, donc c'est une réponse en 1 à 5 mots. Et pourquoi c'est bien de faire ce genre de réponse? En fait, ça c'est la signature de Mathieu Schneider. La première fois que j'ai reçu un mail de lui, j'ai adoré ça, en fait. Je trouvais ça brillant. Si vous ajoutez ce genre de phrase dans votre signature, d'abord, ça vous autorise à faire plus court dans vos mails. Donc, vous perdrez beaucoup moins de temps à écrire vos mails. Avec un peu de chance, vous recevrez aussi des mails plus courts en réponse aux vôtres. Et peut-être même que vous allez avoir des collègues qui vont ajouter ça dans leur signature eux aussi. Et vous aurez vraiment gagné le jour où votre entreprise mettra dans les... Vous savez, les signatures standards qu'on vous fait charter à l'entreprise, où la mention sera indiquée dans la signature standard de l'entreprise. Donc voilà pour la précaution excessive. Un autre type de sabotage par mail. Plus
plusieurs sujets dans le même mail, et pas forcément avec un rapport entre eux, à part que c'est entre deux personnes données. Alors pourquoi c'est du sabotage? Déjà parce qu'en général, le mail est très long. Et je ne sais pas vous, mais moi, un mail très long, j'ai beaucoup de mal à être attentif jusqu'à la fin. En plus, les informations importantes, elles sont noyées à l'intérieur. Le fait, en plus, que tous les sujets soient abordés dans le même mail, ça va inciter à répondre dans le même mail, dans la même conversation, en fait. Et ça va rendre le suivi des différents sujets hyper compliqué. Et enfin, quand on va chercher le mail dans notre boîte mail, c'est pas facile quand ils s'appellent tous divers. Alors du coup, en tant qu'anti-saboteur, que faire? Ne traitez qu'un seul sujet par mail. Donc vous, déjà, quand vous écrivez un mail, faites attention à ce qu'il n'aborde qu'un seul sujet. Donnez-lui un objet qui est parlant, de préférence en préfixant avec le nom du projet. Si vous recevez un mail qui contient plusieurs sujets qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, mon conseil, c'est de diviser pour mieux répondre. Répondez avec un mail par sujet. Du coup, profitez-en pour renommer l'objet et donner un objet qui est parlant. Vous pouvez expliciter votre démarche en fait, dans le premier mail que vous envoyez en disant « Pour simplifier le suivi, je vais répondre indépendamment à chacun de ces points dans un mail différent. » Je vous parlais d'un dernier comportement de sabotage concernant les mails. Les mails aux oubliettes. J'ai souvent rencontré des personnes qui préfèrent ne pas répondre à un mail parce que ça les engage et qu'elles ont peur qu'on leur le ressorte. Elles ont peur en fait des éventuelles conséquences futures. Sauf que c'est du sabotage parce que du coup ça bloque votre action à vous en fait. Alors avec le temps, j'ai réussi à élaborer une stratégie puissante d'anti-sabotage concernant ce comportement-là. J'appelle ça la validation tacite. Quand je veux demander l'autorisation de faire quelque chose, je ne demande pas l'autorisation en fait. Je dis à la personne que je vais faire ça, sauf avis contraire de ta part d'ici telle date. Quand je ne suis pas sûre de la procédure à suivre dans l'entreprise pour faire telle ou telle chose, je dis, je vais faire comme ça, sauf avis contraire de ta part d'ici telle date. Si la personne ne répond pas, alors je suis officiellement autorisée à faire à ma façon. Ou en tout cas, je pourrais dire que j'ai agi de bonne foi. Et si la personne n'est pas d'accord, elle est bien obligée de répondre du coup. Alors là, ce sont quelques exemples. Comme je vous ai dit, je suis en train d'écrire le manuel d'anti-sabotage. Si vous voulez contribuer, n'hésitez pas, envoyez-moi les situations de sabotage que vous avez pu vivre, les pratiques d'anti-sabotage que vous avez développées. Vous me les partagez soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag anti-sabotage, ou vous m'envoyez un mail à antisabotage@peps.coach. Et je partagerai au fur et à mesure de l'avancement du travail sur mon site web. Alors, au-delà d'une liste à la Prévert de pratiques d'anti-sabotage, dans le manuel de sabotage, je vous donne aussi une démarche d'anti-sabotage. Une démarche qui vous permette d'insuffler et de propager l'état d'esprit anti-saboteur dans votre entreprise. On l'a vu tout à l'heure, on est tous des saboteurs. Moi y compris, je veux dire. En travaillant sur le sujet de l'anti-sabotage, je me suis rendu compte de certains de mes comportements de sabotage. Par exemple, en réunion, quand j'explique mon idée, si je n'ai pas d'acquiescement oral en face de moi, j'ai l'impression que les personnes n'ont pas compris ce que je voulais dire. Donc je réexplique différemment. Et puis encore, et puis encore. Et plus je parle, plus je vois que je perds les gens. Et plus je perds les gens, plus je parle. Du coup, quand j'ai identifié ce comportement de sabotage, j'ai réfléchi à comment le neutraliser. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais chercher du feedback. Je demande aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me permet de transformer un monologue anxieux en discussion constructive. Je découvre très régulièrement que j'ai des comportements de sabotage. Et à chaque fois, j'expérimente des solutions d'anti-sabotage. Je galère pendant quelques temps pour le temps d'adopter ma nouvelle habitude, on va dire. Et après, elle devient naturelle. En fait, l'anti-sabotage, c'est comme l'amélioration continue, c'est jamais terminé. Donc, la démarche d'anti-sabotage, elle doit d'abord commencer par soi.
Et le manuel d'anti-sabotage vous vous aidera en fait à identifier vos comportements de sabotage et à les neutraliser. Mais il vous aidera aussi à identifier les comportements de sabotage des autres et à les neutraliser avec bienveillance. Je répète, avec bienveillance. On ne met pas des pièges à loups ou des choses comme ça, comme j'ai pu entendre dans les entreprises. Pourquoi avec bienveillance? Parce que vous serez content quand votre collègue sera bienveillant, quand vous aurez un comportement de sabotage, et qui vous aidera aussi à le neutraliser. Donc soyez bienveillants. Une équipe peut aussi avoir des comportements de sabotage envers elle-même, envers les autres équipes, envers l'entreprise. Donc il y aura des pratiques pour les équipes. Et enfin, la démarche d'anti-sabotage sera forcément plus simple à mettre en œuvre et plus efficace s'il y a une vraie prise de conscience au niveau de toute l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la culture d'entreprise et des dirigeants qui font qu'il y ait qui aident les comportements de sabotage à perdurer. Donc du coup, il faut travailler au niveau de l'entreprise pour que ce soit encore plus efficace. Et voilà. Donc du coup, il faut travailler sur les 4 niveaux. Et je ne sais plus ce que... Ah oui, ok. Et oui, parce que si vous arrivez à convaincre au niveau de l'entreprise, vous pourrez travailler sur une culture et un cadre qui sera propre à l'anti-sabotage. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime d'un comportement de sabotage? En général, quand on est victime d'un comportement de sabotage, on est en colère. Alors, ça varie de l'agacement à la rage. Ça dépend de combien de fois vous avez été saboté ce jour-là ou par cette personne-là ces derniers temps. Donc, s'il vous plaît, pas de réaction impulsive que vous pourriez regretter. Mais l'idée, c'est pas non plus de mariner ça avec ça dans votre jus et de laisser ce truc-là aspirer votre joie de vivre. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par prendre 3 grandes inspirations et d'appliquer la démarche civique. C'est comme célébrer votre colère. Les émotions, ce sont des signaux d'alerte qui nous permettent de réagir à notre environnement et de survivre. Les émotions sont une force. C'est très important de les accueillir parce que c'est qu'une fois qu'on les a accueillies qu'on pourra les transformer en énergie pour enclencher un comportement constructif derrière. D'ailleurs, motivation et émotion, ça a la même racine. Movere en latin, ça veut dire bouger. Donc, célébrez votre colère, remerciez-la. Elle vous a permis d'identifier une piste pour améliorer la performance de votre entreprise et votre propre épanouissement. Donc, merci la colère. Ensuite, investiguez. D'abord, sur la cause de votre colère. C'est quoi le comportement qui a provoqué votre colère? Est-ce que c'est la première fois qu'il se produit? Sinon, c'est à quelle fréquence qu'il se produit? C'est quoi l'impact pour vous? C'est quoi l'impact pour l'entreprise? Est-ce que vous avez fait quelque chose avant qui a suscité ce comportement de sabotage? Est-ce que votre collègue a dérogé à un règlement ou un standard de l'entreprise en faisant ça? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un standard dans l'entreprise ou un règlement dans l'entreprise qui l'a incité à agir comme il l'a fait? Quand vous avez suffisamment d'informations sur le comportement de sabotage, vous pouvez passer à l'étape suivante. Verbaliser. Allez voir la personne ou l'équipe qui a été responsable de ce comportement de sabotage et demandez à lui parler. Demandez si la personne est disponible pour vous parler à ce moment-là. Soyez pas un saboteur à votre tour. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-vous. Mettez-vous dans un espace sécurisé, c'est-à-dire sans public. Par exemple, une salle de réunion vide. Pourquoi? Parce que quand il y a un public, quand il y a des personnes extérieures, la communication ne peut pas être pleinement authentique. Et on a besoin d'authenticité pour travailler sur l'anti-sabotage. Utilisez la communication non violente pour faire votre feedback. La communication non violente, c'est 4 étapes. Les faits, les émotions, mon besoin, ma demande. Je vais prendre un exemple. Ce matin, tu m'as envoyé un mail, une demande par mail sans notion d'urgence. 10 minutes après, tu m'as envoyé un Slack pour savoir si j'avais reçu ton mail. Quand j'ai lu ton mail, j'ai ressenti de la colère. J'ai besoin de savoir que tu me fais confiance sur ma capacité à m'organiser et à prioriser mon travail. Est-ce que tu serais d'accord pour m'expliquer ce qui s'est passé de ton côté et qu'on travaille ensuite à une solution qui nous évite ces situations désagréables pour tous les deux?
Ceci n'est qu'un exemple qui n'a aucun rapport avec une situation réelle ou ayant existé, etc. etc. Normalement, quand vous avez fait déjà ces 3 premiers pas, vous êtes prêt pour l'étape d'après. Innover ensemble. Co-construisez des solutions que vous êtes prêts à mettre en œuvre tous les deux. Vous avez normalement réuni tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette discussion ouverte et bienveillante, être à l'écoute l'un de l'autre, etc. Et c'est hyper important d'avoir utilisé la communication non violente pour faire votre feedback, parce que c'est le fait d'exprimer votre besoin qui fait que vous allez trouver une solution adaptée. Je reprends mon exemple du mail avec un Slack, suivi d'un Slack. Si mon besoin, c'est qu'on me fasse confiance sur ma capacité à m'organiser et à prioriser, on va sûrement creuser quelque chose autour de donner un acquiescement à la demande et des modalités en fait, du suivi d'avancement. On va se mettre d'accord sur la façon de gérer ça. Si par contre mon besoin, c'est de ne pas être interrompu pendant mes périodes d'hyperproductivité, là, on va plutôt chercher des solutions autour de comment je signifie que je suis dans une période d'hyperproductivité et c'est quoi les niveaux d'urgence qui justifient une interruption. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, avoir parlé de son besoin, c'est ce qui nous permet d'avoir une solution qui est réellement adaptée pour ce contexte-là. Quand vous êtes arrivés à vous mettre d'accord sur quelque chose que vous êtes prêts à expérimenter tous les deux, moi je vous conseille de formaliser ce nouvel engagement entre vous. Alors essayez de le faire de façon peut-être un peu fun, ou d'une façon qui vous convient à tous les deux. Vous pouvez par exemple scriber ce nouveau contrat que vous avez entre vous. J'aime bien l'idée d'artefacts physiques pour matérialiser cet engagement, parce que c'est un rappel de ce moment de collaboration efficace. Et ça va ancrer cette collaboration et ça va vous aider pendant la période délicate du changement d'habitude en fait. Ça va vous aider à tenir le coup et à être motivé pour mettre en place cette nouvelle habitude. Et en plus de ça, ça va vous aider pour l'étape d'après de la démarche civique. Ah, oui, pardon, j'avais oublié l'image. Communiquer. Communiquer pour généraliser. Généraliser dans le temps déjà, pour vous. Pour que vous ne soyez plus victime de ce comportement de sabotage. Par exemple, dans le cas du mail suivi d'un Slack, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose dans votre mail du genre quand vous me faites une demande, merci de m'indiquer la date au plus tard. J'acquiescerai à votre demande et je vous informerai du suivi, par exemple. Enfin voilà, c'est à vous de trouver après la bonne façon, mais communiquez sur votre nouveau standard. Et l'idée, c'est aussi de communiquer de façon plus large au niveau de l'entreprise pour généraliser aussi au niveau de l'entreprise. L'idée, ce n'est pas de dire que votre bonne pratique à vous, elle est bonne pour tout le monde, mais c'est qu'elle peut inspirer d'autres antisaboteurs. On l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs exemples du même comportement d'antisabotage, ça m'aide à voir comment moi, je peux l'adapter à mon cas précis. Donc, si votre entreprise est dans une démarche d'antisabotage, alors vous avez sûrement des moyens pour communiquer ce genre de pratique. Vous avez mis probablement en place un wiki, des rituels, un Slack dédié, peu importe. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, dans toutes les entreprises, il y a des moyens de communiquer au reste de l'entreprise. Ça peut être le channel Slack général, il y a des boîtes qui font des stand-up d'entreprise, il y a des réseaux sociaux d'entreprise. Enfin, vous trouverez bien un moyen de communiquer cette expérimentation que vous faites pour inspirer les autres. Donc, au final, une démarche d'anti-sabotage, ça favorise le feedback, la collaboration et l'amélioration continue. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Mettre en place une démarche d'anti-sabotage, ça vous permet de développer les valeurs indispensables à l'agilité. Pas l'agilité des méthodes, mais bien la culture agile. Bon. Je crois que j'ai toujours été une anti-saboteuse, en fait. Quand je vois quelque chose de pas optimal, j'essaie de l'améliorer. Quand j'ai l'impression que je ne peux pas faire mon travail correctement, je réagis. Dans les entreprises où j'ai travaillé, je passais souvent pour une rebelle, voire une chieuse. On me reprochait de prendre les choses trop à cœur ou d'être trop émotionnelle.
parce que je pointe du doigt ce qui fonctionne mal, parce que je me mets en colère quand je vois une injustice, parce que les problèmes des autres, ça devient mes problèmes, parce que ça me blesse quand je ne suis pas acceptée pour qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses, parce que je pleure quand on me prend pour quelqu'un que je ne suis pas. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui n'étais pas normale, que je n'étais pas à la hauteur, en fait, que c'était ma faute. Et du coup, j'essayais de rentrer dans le moule. Et j'en perdais ma motivation et même ma joie de vivre parfois. Et puis, j'alternais avec des périodes où j'explosais, en fait, où j'avais envie de tout bousculer, de faire la révolution. Jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. Alors, ça m'a permis de prendre le temps et la distance pour réfléchir. J'en ai parlé autour de moi. Je me suis rendu compte qu'on était nombreux, en fait, à avoir des expériences similaires. Et ça m'a donné envie de changer les choses. Et pour changer les choses, j'avais besoin de comprendre. Alors, j'ai compris que quand je pointais un mauvais fonctionnement dans l'entreprise, mon interlocuteur, lui, ce qu'il entendait, c'est « tu fais mal ton travail ». Alors que moi, la seule chose que je voulais dire, c'est « améliorons ensemble l'entreprise ». Alors pourquoi mon interlocuteur pensait ça ? Probablement parce qu'on se sent jugé au quotidien dans notre environnement de travail. Et du coup, on se met nous aussi à juger les autres, par mimétisme ou pour se protéger. J'ai compris aussi que je devais travailler sur ma façon de communiquer pour qu'elle reflète mieux la bienveillance de mon intention. J'ai compris que pour être performante, une entreprise, elle doit s'améliorer en continu, mais que pour que ce soit possible, pour que ça fonctionne, comme pour le sabotage en fait, en 1944, il valait mieux un état d'esprit d'amélioration continue que des grandes actions coûteuses, que quelques grandes actions coûteuses, comme par exemple faire intervenir une armée de consultants pour déployer une méthode. Voilà, comme ça je l'ai dit. Il faut installer un état d'esprit où chaque collaborateur se sent responsable de l'amélioration continue de l'entreprise par des actions d'amélioration qu'il va faire au quotidien. Et pour ça, il faut que les collaborateurs se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir dire ce qu'ils pensent, suffisamment en sécurité pour pouvoir recevoir du feedback, suffisamment en sécurité pour pouvoir expérimenter des choses et essayer de les faire bouger. J'ai découvert le concept de sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est le fait de pouvoir être soi-même et d'être apprécié pour ce que l'on est. Et les psychologues nous apprennent que la sécurité psychologique, c'est une condition nécessaire à la performance et à l'épanouissement. Quand on met en place une démarche d'anti-sabotage, on a vu que ça nous aide on s'entraîne en fait à accueillir nos émotions et celles des autres, à être bienveillant et à communiquer de façon ouverte et respectueuse. Et ça, c'est des éléments essentiels dans la sécurité psychologique. Et comme je le disais, la sécurité psychologique, c'est essentiel pour la performance et pour l'épanouissement. L'épanouissement, c'est un sujet qui travaille énormément les entreprises en ce moment. Pourquoi ? Parce que épanouissement, ça implique motivation, et motivation, ça implique performance. C'est pour ça qu'on a vu fleurir ces derniers temps des postes de Chief Happiness Officer, des baby-foot, des bars à smoothie dans les entreprises, sans grand succès. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, seulement 7% des collaborateurs en France se sentent pleinement engagés dans leur travail. Et 54% des collaborateurs se sentent désengagés. L'anti-sabotage, ça nous permet de retourner le problème. Arrêtez d'investir sur l'épanouissement des collaborateurs dans le seul but d'améliorer la performance. Investissez sur une démarche d'anti-sabotage parce que c'est en développant la performance de votre entreprise que vous améliorez l'épanouissement des collaborateurs. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CIA. Je vous remercie.